On est bien là, on est bien, on est entre nous, petit café, petite ambiance lumineuse, assez intime. Ouais, on est vraiment très bien et je pense du coup que le moment est bien choisi pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans ma fameuse FAQ spéciale 20K. Alors je récapitule rapidement pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'auraient pas eu l'occasion de regarder ma vidéo précédente, mais sur les bons conseils d'Alex, j'ai eu l'idée d'organiser une FAQ spéciale pour mon passage aux 20 000 abonnés. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner la parole et que vous me posiez directement vos questions. Alors je vais être honnête avec vous, à la base, je m'attendais à avoir 2-3 questions se battant en duel. Et au final, vous avez été quand même assez nombreux à répondre à mon invitation. Et voilà, j'ai eu quand même pas mal de questions arrivées, beaucoup de questions redondantes. Mais quand même, en tout, j'ai eu à peu près une vingtaine de questions différentes. Alors là-dessus, il y avait des trucs qui étaient un peu bizarres, hein, j'avouerais, ou qui étaient franchement perso. Donc j'ai gardé uniquement les questions finalement les plus pertinentes et qui avaient un rapport direct, évidemment, avec la chaîne. Et ces questions, je les ai divisées en 2 groupes. D'un côté, on va donc avoir les questions rapides, un peu légères, celles qui vont se traiter assez rapidement. Et de l'autre, bien sûr, les questions avec développement. Et donc les questions qui vont exiger, disons, un peu plus de précision de ma part. Et on commence donc avec les questions rapides et avec cette question qui m'a été posée par LOX2. Pourquoi pas? Une question assez, disons, intéressante. Jusqu'à quelle vitesse peut-on lire tes vidéos sans perdre une information? Alors, cette question, je pense qu'elle se veut drôle et elle fait globalement allusion au fait que dans mes vidéos, généralement, je prends le temps de poser ma voix, je parle doucement, je ne suis pas du genre à gueuler partout et à parler très très vite, et ça, c'est entièrement voulu de ma part. En fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que je suis hyperactif, voilà, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis mon enfance. Je donne pas forcément l'air d'être très très speed dans la vie de tous les jours, mais dans ma tête ça va très très vite. Et le problème c'est que quand j'étais gamin, eh bien j'avais tendance à bafouiller, à avaler la moitié des mots, et des fois même, disons clairement, à louper certaines lettres, certains sons, notamment le R, ce qui m'a valu plein de séances chez l'orthophoniste. Alors du coup, ça a été un petit peu compliqué, ça a été compliqué pour la vie de tous les jours, pour ma scolarité. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, les premières d'entre elles, vraiment, je parlais très très vite, c'était peu compréhensible et j'ai donc fait l'effort de ralentir la cadence, de prendre le temps de poser ma voix, ce qui me permet aussi en même temps de réfléchir à ce que je vais vous dire avant de vous le dire. Alors je vous rassure, je sais que ça va à l'encontre du YouTube game et de la mode qui veut qu'il faut parler très très vite, faire des grands gestes et gueuler. Mais voilà, je fonctionne comme ça, c'est ma nature, j'y peux rien, je suis né comme ça, j'ai pas demandé à être hyperactif, j'ai pas demandé non plus à avoir une scolarité de merde, mais c'est arrivé et on fait avec, et c'est pour ça donc, cher LOX2, que je parle doucement et que effectivement vous pouvez très bien avancer les vidéos, en tout cas les mettre en accéléré à 1,5 fois, ça me dérange pas du tout, et si ça peut te faire plaisir, écoute, fais-le. Alors, seconde question de W58, question extrêmement pertinente, une question d'actualité même. Pour ou contre la pizza à l'ananas? Et là, ma réponse est simple, uniquement avec du Nutella. Et aussi des merguez. On enchaîne avec une question matos qui est assez intéressante et qui nous vient de Quentin. Quentin qui me demande clairement s'il vaut mieux choisir entre le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7T Pro ou bien le Pixel 4 XL. Alors Quentin, ta question est un peu faux parce que j'ai pas encore fini mon test du Pixel 4 XL, mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que si tu recherches un téléphone autonome et qui tient longtemps, clairement le Pixel 4 n'est pas fait pour toi parce que vraiment l'autonomie c'est très compliqué. Après par contre, si tu aimes la photo, si tu aimes les photos nocturnes, si tu aimes l'astrophotographie, là, clairement, tu n'auras pas mieux. Moi, j'ai pris des photos avec le Pixel 4 XL que je ne pensais pas possible d'obtenir avec un téléphone. Vraiment, c'est complètement bluffant. J'en ai partagé quelques-unes sur Twitter. Et je peux t'assurer que là-dessus, si tu aimes l'astrophotographie, alors c'est clairement le téléphone qu'il te faut. Après, entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro, j'ai un peu répondu à ça dans mon test du OnePlus 7T Pro. Là, j'ai envie de te dire, tout dépend de tes envies, de tes besoins. Le OnePlus 7T Pro, effectivement, ressemble trait pour trait au modèle précédent, mais il apporte quand même quelques nouveautés notables, notamment sur le terrain de la photo, où là, il est vraiment meilleur que son prédécesseur. Du coup, si tu recherches un téléphone autonome, plutôt looké, plutôt joli, et que tu n'as pas forcément besoin de faire de l'astrophotographie,
À ta place, j'irais voir plutôt du côté du OnePlus 7 Pro ou du OnePlus 7T Pro, tout en sachant que si tu n'en as rien à faire de la photo, alors tu peux très bien te contenter du OnePlus 7 Pro qui sera du coup moins cher. Autre question matos qui nous vient de Grigny. Est-ce que PUBG Mobile fonctionne sur le Redmi Note 7? Alors là, du coup, je te renvoie vers mon test du Redmi Note 7 puisque j'en parlais. Simplement pour te répondre rapidement, oui, ça va tourner, mais pas avec tous les détails à fond, forcément. Dernière question matos qui est assez intéressante et qui nous vient de Raoul DS. Quel est le meilleur téléphone à 200 € pour jouer et pour faire de la photo? Alors, je vais pas te le cacher, Raoul, 200 € pour un téléphone, c'est pas énorme. À ta place, moi, j'irais clairement voir du côté de Xiaomi, puisque de toute façon, c'est un peu le constructeur qui propose le meilleur rapport qualité-prix. Tu peux aussi aller voir du côté de chez Oppo, éventuellement, qui propose aussi de très bons téléphones à des prix parfaitement raisonnables. Maintenant, clairement, si tu es un gros joueur, si tu n'es pas prêt à faire de compromis, moi, je t'encourage à économiser encore un peu. Je sais que c'est chiant, on aime bien se faire plaisir au plus vite, on n'aime pas trop attendre, mais voilà, 200 € pour un smartphone gaming, c'est un peu short. Moi, j'irai à l'économie. J'attendrai d'avoir assez pour m'acheter le Xiaomi Mi 9 ou le Mi 9T Pro, qui sont de très bons téléphones, mais qui coûtent un petit peu plus cher que 200 €. Et on passe maintenant aux questions avec développement et donc aux questions qui vont exiger un peu plus d'efforts de ma part. Alors la première question est super intéressante, elle nous vient de Franck. Et en gros, Franck se demande s'il faut acheter son smartphone chez un opérateur. Alors si je ne me trompe pas, Monsieur Gros avait dû faire une FAQ là-dessus. Je ne l'ai pas vu, désolé Aurélien, mais ce que je peux te dire en tout cas, Franck, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de vérité universelle, tout dépend finalement de tes possibilités. Alors moi en ce qui me concerne, je préfère acheter mes smartphones nus, donc hors opérateur, directement chez le constructeur. Pourquoi? Parce que ça me permet derrière de faire des économies en termes de forfait. J'ai deux lignes, une ligne perso, une ligne pro. Dans les deux cas, je suis chez Soch, pas facile à dire, et ça me revient à 25 balles par mois. Je sais que quand tu veux prendre un smartphone chez un opérateur avec un forfait, il faut souscrire des forfaits qui sont souvent proposés autour des 45-50 €. Alors voilà, c'est vrai que ça te revient moins cher à l'achat parce que t'as pas, je sais pas, 400, 500, 600, 1000 balles à sortir d'un coup. Mais derrière, tu es sur un forfait avec engagement sur 12, 24 mois, le plus souvent 24 mois. Voilà, si tu calcules la différence du forfait, tu te rends compte qu'en réalité, ton téléphone te revient beaucoup plus cher. Mais l'avantage, c'est que tu échelonnes cette somme-là sur une longue durée, ce qui fait que tu n'es pas pris à la gorge et tu n'es pas obligé de manger des pâtes pendant 10 ans. Donc voilà, Franck, tout dépend de l'état de tes finances, tout dépend de ton compte en banque, tout dépend aussi de ta relation avec ta banquière. Si tu as beaucoup d'argent, dans ce cas-là, il vaut mieux acheter ton téléphone nu et prendre un petit forfait derrière. Mais si tu n'as pas beaucoup de moyens, dans ce cas-là, tu n'as pas trop le choix. Ou alors tu peux aussi choisir d'économiser, ce qui fonctionne assez bien. Autre question très intéressante de PPR3634 GTR. Penses-tu faire des duos sur une présentation de téléphone? Et je vais te répondre honnêtement, oui, mais je ne sais pas encore sous quelle forme. J'ai plusieurs idées de collaboration de prévues avec d'autres youtubeurs tech. Mais voilà, ça demande de l'organisation, il faut que tout le monde soit disponible en même temps. Il faut derrière aussi savoir où tu vas, qui fait quoi. Voilà, faire un truc à plusieurs, c'est jamais très simple. Quand tu es tout seul avec ta caméra, ta lumière, tu sais où tu vas. Mais oui, en tout cas, voilà, j'aimerais me diriger vers ça parce que je pense que c'est plus sympa de faire des trucs avec des copains que de rester tout seul dans son coin. On a ensuite une question de Jimmy, mon pote Jimmy, qui me demande tout simplement si j'utilise mon iPad Pro. Alors oui, Jimmy, bien sûr que je l'utilise. Mais tu te demandes peut-être comment, pourquoi, dans quelles circonstances? Eh bien, je vais te répondre. Et d'entrée de jeu, je tiens à le dire, non, l'iPad Pro ne remplace pas un ordinateur, en tout cas pas chez moi. Quand je bosse, quand je fais du montage, j'ai besoin d'avoir un grand écran. Pour moi, c'est indispensable. Et ça vaut d'ailleurs pour le montage vidéo, comme pour la préparation, correction des articles. Généralement, j'ai deux fenêtres de navigateur ouvertes avec à chaque fois 30 à 40 onglets dans chaque fenêtre. Donc ça, sur un iPad Pro, ce n'est pas possible. Maintenant, pour moi, c'est vraiment un produit complémentaire qui va m'aider, par exemple, quand je fais mes vidéos, j'ai un petit plan qui s'affiche à l'écran, qui reste affiché à l'écran. Ça me permet de savoir où je vais.
Je l'ai aussi utilisé en voyage presse, par exemple. Je l'avais prise, je crois que c'était pour aller découvrir les Galaxy Note 10 à Amsterdam. Je partais juste une journée, j'avais pas besoin d'une grosse config, donc plutôt que de prendre un MacBook Pro qui est quand même assez lourd, bah j'ai pris mon iPad Pro et franchement, il a fait le taf d'enfer. Après, j'utilise aussi pas mal dans le cadre de la prise de notes parce que franchement, quand vous êtes en conférence de presse, plutôt que de taper sur un clavier, bah vous avez votre iPad, le stylet et vous écrivez directement dessus. Et là, vraiment, vous gagnez un temps fou. Vous faites des petits schémas rapidos. Voilà, en fait, vous organisez votre pensée avant même de commencer à travailler sur ce que vous êtes en train de regarder. Donc, c'est pas forcément super clair comme explication, mais je me comprends. Non, franchement, c'est un appareil de prise de notes qui est vraiment génial. Et je pense notamment à nos amis illustrateurs qui ont de quoi s'amuser avec l'iPad Pro parce qu'on peut faire vraiment de très très jolies choses avec. Mais en ce qui me concerne, c'est vraiment vers ces usages que je me dirige le plus souvent. On enchaîne maintenant avec une question d'Alex, le grand Alex Reframe, qui me demande en substance combien je gagne avec ma chaîne et si je compte bientôt m'établir en Californie pour acheter une villa et bien sûr l'inviter en vacances. Alors c'est évidemment une question drôle parce que c'est du Alex, clairement, et puis il est youtubeur donc il sait très bien combien gagnent les youtubeurs. Mais voilà, je trouve que ça peut être intéressant de faire un point là-dessus. Donc concrètement aujourd'hui je suis à 20 000 abonnés, un peu plus de 20 000 abonnés. Mes vidéos marchent correctement, c'est pas non plus la folie, mais voilà, on est sur une moyenne de 10 000 vues par vidéo, avec certaines vidéos qui marchent beaucoup plus, évidemment, et d'autres beaucoup moins, ça va sans dire. Et concrètement, ça me rapporte en AdSense à peu près 360 € par mois. Voilà, 360 $ par mois. Donc 360 $ par mois, ça représente quoi? On va dire à peu près 310-320 €. Voilà, sachant que je suis une entreprise, donc je paye de l'URSSAF, je paye de la CIPAV. D'ailleurs, j'ai encore mes impôts sur le revenu. Donc en clair, vous coupez la poire en deux. Donc je suis quoi, j'avais dit 320, on va dire 150, ça va me rapporter à peu près 150 € par mois. Alors c'est pas mal, 150 € par mois, on peut s'amuser. Voilà, maintenant si vous mettez ce que me rapporte ma chaîne et derrière ce qu'elle me coûte, bon, bah non, je suis pas du tout rentable, parce que derrière ça me prend du temps déjà. Et puis il y a le matos aussi, là je filme avec la 7 III qui m'a coûté je crois à peu près 2000 balles. On a une optique, je crois que c'est un Zeiss, le 25 mm qui ouvre à deux, qui a dû me coûter pas loin de 1000 balles non plus. Après vous avez la lumière qui m'a coûté 50 balles, le trépied qui a dû me coûter 150 balles. Bon bah voilà, clairement il va me falloir des années pour rentabiliser tout ça. Mais c'est pas grave, parce que vraiment l'idée avec cette chaîne c'est pas de gagner ma vie, je la gagne déjà avec autre chose. Et voilà, là c'est vraiment faire de la créa, découvrir un autre monde et puis voilà, et puis changer un peu de l'écriture journalière. Faire des vidéos, c'est quand même beaucoup plus créatif, on va dire, et puis ça me change. Voilà, ça me change de l'ordinaire, ça me change de mes vieilles habitudes et ça me fait un bien fou intellectuellement parlant. Alors ensuite, on a deux questions que je mets ensemble. Alors la première, c'est comment on devient youtubeur, qui m'a été envoyé par Maël. Et la deuxième, c'est tu as fait quelles études, qui m'a été envoyé par Anis. Et ça, je crois que je les ai eues sur Twitter, si je ne me trompe pas. Alors, pour devenir youtubeur, c'est pas compliqué, Maël. Ce que tu fais, c'est que tu fais une vidéo, tu la mets sur YouTube et boum, t'es youtubeur. Bon, plus sérieusement, je crois que c'est pas une finalité en soi. Ce qu'il faut, c'est avoir envie de créer, avoir envie de faire de la vidéo. Après, tu n'as pas forcément besoin de grand chose pour en faire. Tu peux utiliser ton téléphone, ça fera très bien l'affaire au début. Juste achète un micro, parce que le son c'est quand même super important. Et puis voilà, et puis ça marchera. Tu fais 2-3 vidéos comme ça sur ce que tu aimes. Ça peut être des live Twitch, ça peut être n'importe quoi. Faut pas se limiter à YouTube d'ailleurs, parce que voilà, c'est vrai que c'est la grosse plateforme vidéo du moment. Mais derrière, tu as aussi quand même d'autres solutions. Et tu peux aussi faire carrière, entre guillemets, sur Twitch ou Mixer, à la rigueur. Donc voilà, te focalise pas forcément uniquement sur YouTube, focalise-toi plutôt sur le plaisir de faire des vidéos et sur ce que tu as envie de transmettre. Alors après, tu as fait quelles études? Alors ça, c'est une question drôle. Non, en fait, c'est pas une question drôle du tout, parce que j'ai pas fait de grandes études, c'est un peu mon regret, mais bon, c'est la vie. J'ai eu mon bac. Ensuite, j'ai fait quoi? Ensuite, je suis parti de chez moi, déjà, donc je me suis retrouvé un petit peu tout seul, sans argent, sans grand chose. Et du coup, je suis devenu boursier. Voilà, c'était mon métier, boursier. Donc, je me suis inscrit en gros à 1 an de droit international en y allant à peu près une semaine parce que voilà, c'était pas moi.
C'était pas moi du tout. L'année suivante, j'avais fait quoi? J'avais fait gestion éco, je crois. Là, j'avais tenu un mois. Et puis au bout d'un mois, j'ai arrêté d'y aller, mais j'étais toujours boursier, ce qui m'a permis de payer le loyer, de payer 2-3 trucs, enfin voilà, de survivre, on va dire. Et après, j'ai quand même pas mal galéré jusqu'au jour où je suis tombé sur une conseillère d'orientation qui était vraiment géniale. J'avoue que si je l'avais pas rencontrée, ma vie serait peut-être un peu différente aujourd'hui. Donc en gros, voilà, c'est dans les années 2000 à peu près, donc l'informatique, c'était pas vraiment comme aujourd'hui. Pas en dehors des écoles d'ingénieurs spécialisés, tu n'avais pas vraiment de filière, on va dire, ouverte, généraliste. Et cette dame-là m'avait trouvé justement une nouvelle formation qui démarrait pas très loin de chez moi et qui était en alternance. Donc ça me permettait de suivre des études et en même temps de bosser en entreprise et donc de me faire un petit salaire. Ce qui était pas mal puisque du coup, là, j'étais plus boursier, donc j'avais plus d'argent. Et du coup, j'ai fait ça pendant quelques mois. Et puis après, je me suis lancé, on va dire, dans la vie active. Et j'ai travaillé depuis ce moment-là. Ouais, j'ai pas mal bossé, j'ai fait pas mal de boulots différents, toujours dans l'informatique. Et puis, après, la vie a fait que j'ai eu pas mal de chance. C'était en 2007, je m'ennuyais un peu au boulot, je savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, tiens, lance un blog perso. J'ai lancé un blog perso, ce qui m'a permis de faire un peu de web, vu que j'en faisais plus trop, de coder, de faire 2-3 trucs. Et puis c'est la Friendzone, donc après ça a évolué, ça s'est un peu développé. En 2009, j'ai créé mon auto-entreprise, en plus de mon boulot. Tout simplement parce que j'avais des revenus publicitaires et qu'il fallait que je les déclare. Voilà, je voulais pas être hors la loi. Et du coup, à partir de 2009, j'ai eu mon auto-entreprise qui m'a accompagné en parallèle de ma vie professionnelle. Donc j'avais un petit complément de salaire, ce qui était franchement très très sympa. Et puis en 2013, ça a été un peu l'année charnière. Je bossais toujours. Et j'avais toujours mon auto-entreprise, mais j'ai dépassé les quotas. À l'époque, ils n'étaient pas très très hauts. Et il a fallu que je fasse un choix. C'était soit j'arrêtais mon auto-entreprise et la Friendzone, soit je me mettais à 100% sur mon activité. Je tentais le coup. Alors à l'époque, je gagnais un petit salaire, mais je me suis dit, bon voilà, faut pas avoir de regrets dans la vie, il faut y aller. Tu as quasiment tout testé au niveau des boulots, au niveau des statuts, donc essaie de te lancer, de monter ta boîte. Et puis voilà, de fil en aiguille, en travaillant progressivement, en développant progressivement mon truc, j'ai réussi à créer ma boîte qui fonctionne bien, qui dégage des bénéfices, donc tout va bien. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, je pense que j'ai pas fait vraiment d'études, mais bon, disons que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, et puis surtout, je me suis accroché. Et ça, je crois vraiment que c'est le plus important, c'est-à-dire que peu importe ce que vous faites, peu importe, vous pouvez faire de grandes études ou pas, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie. Pour moi, vraiment, tous les métiers se valent, voilà, clairement, il n'y a pas de profession qui vaut mieux qu'une autre. Et ce qui compte, c'est déjà de faire ce qu'on aime, bien sûr, et puis de le faire à fond, d'essayer de le faire à fond. Alors, vous ferez des erreurs, bien sûr, vous vous planterez, vous vivrez des échecs, ça c'est inévitable, vous douterez de vous. Mais ce qui fera la différence entre votre réussite et votre échec, finalement, c'est simplement, comment dirais-je, comment pourrais-je le dire? C'est tout simplement l'entêtement que vous allez mettre à faire ce que vous faites. Et cette chaîne en est d'ailleurs un parfait exemple. Clairement, si je ne m'étais pas accroché, j'en serais pas là. Alors, je ne suis pas arrivé très très loin pour l'instant, on est complètement d'accord. 20 000 abonnés, voilà, c'est que le chi, quoi. Mais bon, ça reste un cap quand même symbolique. Et puis voilà, je n'y serais pas arrivé si j'avais baissé les bras et si je m'étais dit « Ah, ça ne marche pas, j'ai 2 vues sur telle vidéo, j'arrête ». Faut pas raisonner comme ça, faut pas raisonner en se disant « Ah machin, si ça ne marche pas, j'arrête ». Si ça ne marche pas, essayez autre chose. Si ça fonctionne, tant mieux, continuez. Si ça ne marche pas, essayez autre chose. Et puis de fil en aiguille, vous finirez par arriver à faire quelque chose. On ne sait pas quoi, mais vous le ferez en tout cas et c'est ce qui compte. Et on termine avec la dernière question qui nous vient de Ced. Comment vois-tu évoluer ta chaîne pour l'année prochaine? Alors, je n'ai pas de business plan, je n'ai pas non plus de plan démoniaque pour conquérir YouTube et devenir le plus grand YouTuber tech au monde. Mais là, j'ai 2-3 idées, un peu de feeling. Alors déjà, concrètement, je compte continuer à faire des tests, voilà, parce que j'aime faire ça, j'aime tester des produits. Vous, visiblement, ça vous plaît, ça vous intéresse. Donc, on va continuer, on va pas s'arrêter, ça vaut pas le coup. Ça serait idiot même. Derrière, je vais développer un peu les projets, on va dire, de collaboration avec d'autres youtubeurs et notamment avec les copains parce que voilà, on est un petit groupe de youtubeurs tech.
on se côtoie un peu tout le temps, et on a plein d'idées et plein de trucs qu'on a envie de faire ensemble, et je pense vraiment qu'on va se diriger un peu plus dans cette direction l'année prochaine. Après, à titre perso, je vais continuer à soigner l'image, à soigner le son, à soigner mes performances voilà, d'animateur youtubeur, parce que j'ai envie de produire des vidéos de qualité. C'est aussi pour moi pas une finalité, mais c'est une motivation. J'aime les belles images, j'aime avoir quelque chose d'un peu travaillé, et je compte vraiment continuer à faire des efforts là-dessus. J'ai beaucoup de choses à apprendre, mais j'ai du temps pour l'instant. Donc voilà, je vais continuer sur ma voie et puis essayer de produire des vidéos de meilleure qualité au fur et à mesure, histoire de vous faire plaisir, histoire de caresser vos rétines tout doucement. Et c'est bizarre, c'est très bizarre ce que je viens de dire. Je pense que je vais le couper ou pas, je sais pas, mais c'est très bizarre, j'avoue. Je n'ai pas caressé quoi que ce soit, mais en tout cas, je vais essayer de continuer à satisfaire vos rétines. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Après, il y a aussi des formats que j'ai moins développés, notamment des tutos. Il me semble que j'avais... Ah, j'ai même une note pour ça, nouveau format 2019 ou 2020. Ouais, donc j'aimerais développer un peu les formats et essayer de proposer des tutos, ce qui pourrait être assez cool parce que voilà, acheter un téléphone c'est bien, mais c'est pas une finalité. D'ailleurs, il faut aussi pouvoir l'utiliser. Il y a plein de trucs qu'on ne sait pas forcément, des options qui sont cachées, des astuces pour, je sais pas, étendre l'autonomie d'un téléphone par exemple, ça peut être utile. Donc j'aimerais proposer aussi des contenus comme ça, mais à mon avis, ça ne sera pas en grand nombre, parce que ça demande un travail un peu différent. Et puis je peux pas non plus, voilà, je peux pas mettre les tests de côté, c'est pas possible. Et puis oui, j'aimerais continuer avec les discussions, les vidéos un peu informelles comme celle-là, où voilà, où parler de, je sais pas, de telle innovation, voilà, un smartphone pliable, de telle rumeur, ah, l'iPhone SE2, enfin des trucs comme ça, un peu, essayer de développer des formats un peu plus intimistes, on va dire, et qui, voilà, histoire de réduire un peu la distance entre nous, hein, finalement, parce que voilà, faire un facecam comme ça avec un plan détaillé, bon bah c'est bien, on sait où on va, mais c'est pas très vivant, et j'aimerais quand même essayer de faire des trucs un peu plus vivants et un peu plus animés. Bref, je crois que j'ai m'arrêté là parce que je viens de voir au niveau du temps, c'est ouf. Là, rien que cette séquence-là, j'en suis à 26 minutes, sachant que j'étais à un quart d'heure sur l'autre, il y a 10 minutes sur celle d'avant. Voilà, je voulais faire une vidéo assez courte pour pas vous ennuyer, et au final, je me suis vachement étendu. Je suis désolé, voilà, j'ai été un petit peu bavard pour cette vidéo. Désolé de vous avoir volé un peu trop de votre temps, c'était pas prévu. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, les commentaires sont là pour ça. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end ou de bonnes vacances, ce que vous voulez. Et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!